Bonjour à tous de première, nous nous retrouvons pour la deuxième partie du chapitre H7, dernière vidéo de l'année. Donc dans la première partie, vous avez normalement compris pourquoi la France était-elle partie coloniser des territoires en Afrique et en Asie entre 1870 et 1914. Vous avez également vu que la conquête de ces territoires s'était souvent passée avec violence et que la France était ainsi parvenue à se constituer un immense empire colonial, le deuxième plus grand empire colonial au monde. Dans cette deuxième partie, nous allons voir, désormais que la conquête a eu lieu, comment les sociétés coloniales s'organisent. Je vous rappelle, ce sont des sociétés particulièrement complexes à analyser, puisque de fait, nous avons un pays étranger, une métropole, qui s'impose et qui domine un territoire et une population. De fait, ces sociétés coloniales vont se retrouver particulièrement hiérarchisées et inégalitaires. Première sous-partie, nous allons voir comment la domination de la métropole, donc je vous rappelle du pays qui a colonisé, se manifeste-t-elle au quotidien dans ces sociétés coloniales. Cette domination se constate tout d'abord au niveau politique, au niveau de la citoyenneté. Dans les sociétés coloniales d'Afrique et d'Asie, on a deux types de personnes, deux groupes distincts et qui n'ont de fait pas le même rapport à la citoyenneté. On a tout d'abord les citoyens français à part entière, qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les citoyens qui vivent dans la métropole française. Il s'agit ici des colons, donc des Français qui viennent de métropole, et des Européens, donc espagnols notamment, qui vont être nombreux à s'installer, qui sont nés dans les colonies françaises. Ici, on parle alors de droit du sol. Je vous rappelle que la Troisième République avait véritablement développé ce droit du sol. Eh bien, c'est le cas, par exemple, un Espagnol qui est parti s'installer en Algérie française. Lorsque son enfant naît en Algérie française, l'enfant devient automatiquement français. À l'inverse, nous avons ce que l'on appelle les sujets français. Eux ne sont pas citoyens. Qui sont ces sujets français? Eh bien, il s'agit tout simplement des populations locales, c'est-à-dire des populations qui vivaient sur ces territoires. On peut alors parler de populations autochtones, locales ou encore des populations colonisées. Les sujets français n'ont pas la citoyenneté française à proprement parler. Ils ne disposent ainsi pas du droit de vote, sauf pour quelques élections locales très particulières dans certaines colonies seulement. Donc pas le droit de vote, mais ils ont à l'inverse l'obligation de payer des impôts, par exemple en tant que devoir, ou encore de réaliser leur service militaire. Nous sommes donc bel et bien face à une situation politique très inégalitaire avec une réelle domination métropolitaine sur les populations locales. La domination est également juridique, c'est-à-dire au niveau pénal, au niveau du jugement. En effet, chaque colonie a un statut juridique particulier, c'est-à-dire que les droits de chaque individu, les sanctions en cas d'infraction ne sont pas les mêmes qu'en métropole. Pour vous illustrer cela, je vous mets une photographie de la fin du 19e siècle en Indochine, donc française. On est dans l'actuel Vietnam. Et vous voyez que nous avons des administrateurs coloniaux, la police coloniale, qui exige un jugement très particulier, une peine corporelle, donc avec des coups de bâton sur un homme, sur un Indochinois, donc un autochtone. Et les sévices corporels sont interdits en France métropolitaine. En France métropolitaine, c'est la prison en cas de condamnation. On a donc une justice très particulière dans les colonies et qui n'est pas la même selon les colonies, car les Français ont décidé de modifier les lois selon les pratiques locales. Qui plus est, chaque colonisé a ce que l'on appelle un code de l'indigénat, c'est-à-dire des sanctions particulières qui sont propres à sa catégorie de sujet français et qui donnent le droit aux administrateurs coloniaux, c'est-à-dire aux Français installés, de pratiquer une justice spécifique. La domination française est également économique dans les colonies. En effet, les plus hautes fonctions sont exercées par les Européens qui dominent le commerce et surtout donc par les Français. Tout est organisé pour la métropole, l'arrivée des matières premières notamment qui est alors envoyée à la métropole, puis qui est transformée sur place en métropole. On ne développe donc pas l'industrie en fait dans les colonies africaines ou asiatiques, non. On exploite les matières premières sans développer l'industrie sur place. Vous le verrez donc l'an prochain, après la décolonisation, pour ces pays africains et asiatiques, cela sera particulièrement compliqué parce que pendant plus de 100 ans,
Ils vont vivre en étant des colonies d'exploitation, c'est-à-dire que l'on va prendre les matières premières sans les transformer sur place. Ils seront donc en situation de grosse carence industrielle. La domination économique se lit également dans la pratique du travail forcé, qui est encore énormément utilisée, notamment en Afrique équatoriale française. Alors l'Afrique équatoriale française, c'est l'Afrique de l'Est française, qui correspond aujourd'hui à des pays comme le Congo, pas la RDC, hein, le Congo, le Tchad et le Gabon. Donc ici, vous avez une pratique de travail forcé qui est autorisée par le Code de l'indigénat. Donc si un Africain colonisé refuse de se soumettre au portage, comme vous le voyez ici, le colon français est porté par les Africains, il y a une infraction prévue à son encontre par le Code de l'indigénat. Ainsi, les nombreuses infrastructures de transport qui vont être créées en Afrique et en Asie dans les colonies françaises et qui sont nécessaires à l'exploitation économique des colonies. Par exemple, si vous voulez exploiter les matières premières, il faut évidemment des chemins de fer, des ports et autres pour pouvoir permettre l'exportation de ces matières premières. Eh bien, ces infrastructures seront très souvent réalisées par des habitants autochtones, des populations locales colonisées, et souvent sous forme de travail forcé. Cette domination, vous la voyez à nouveau dans ce genre de photographie. Ici, c'est une carte postale qui a été réalisée vers 1900 en Indochine et qui montre donc qu'on a une population locale qui est en dessous au niveau économique, au niveau de la hiérarchie économique et qui va s'occuper à des tâches très spécifiques de domesticité, donc les domestiques, tireurs de pousse-pousse par exemple, pour le colon blanc supérieur. Et là en fait sur cette carte postale vous avez une forme de mise en scène qui est mise en avant de la supériorité de l'homme blanc. Et c'est vraiment comme ça que l'on parle au début du XXe siècle. Alors attention néanmoins, on le redira dans le grand 2, mais il ne faut pas que vous ayez une vision dichotomique de la société coloniale. Dichotomique, c'est-à-dire manichéenne, c'est-à-dire voire gentil-méchant, colons, colonisés. Donc les colons sont tous supérieurs et les colonisés sont tous inférieurs. Même si de façon générale, en effet, les hommes blancs occupent les postes les plus haut placés et les colonisés les plus bas, les plus faibles au niveau de la hiérarchie économique et sociale, il y a aussi des mélanges, ça on en parlera dans le grand 2, et on a des populations colonisées qui parviennent à s'en sortir. À l'inverse, on a des colons français qui sont très bas dans la hiérarchie sociale, que l'on appelle d'ailleurs les petits blancs. La domination de la métropole est également une domination culturelle. Ici, je vous remets l'extrait du manuel scolaire algérien de CE1 qu'on avait déjà vu dans la première partie, où vous le voyez très bien, la France est le plus beau pays du monde. Ici, on a une forme de propagande qui est formulée et l'école est véritablement un vecteur pour transmettre cette domination culturelle. En fait, on ne va pas avoir une rencontre de deux cultures. On va avoir une culture, la culture française, qui va s'imposer à la culture locale. Et l'école sera donc porteur de cela, évidemment, et d'une forme de propagande coloniale, comme vous le voyez très bien ici, et qui dit en fait aux autochtones que s'ils copient les Français, leur culture, leur mode vestimentaire, etc., ils pourront évoluer et ainsi donc se civiliser. Je vous rappelle, il y a cette idée de mission civilisatrice sur des populations qui sont jugées comme inférieures. Donc après avoir étudié le fait que la société coloniale s'organisait avec une véritable domination de la part de la métropole et des colons sur place, nous allons également voir dans le B la rencontre coloniale. Le fait qu'il y ait une rencontre entre les colons métropolitains et les populations locales autochtones. Donc, je vous rappelle, ne voyez pas la colonisation de façon dichotomique, c'est-à-dire méchants colons et gentils colonisés. Ce serait réducteur, ça ne s'est pas passé comme ça. Comprendre une société, une organisation sociétale ne peut être aussi simple. En effet, nous allons avoir dans les sociétés coloniales des populations autochtones, locales, colonisées, qui vont connaître une ascension sociale et qui vont notamment fréquenter les écoles françaises, privées chrétiennes ou bien encore publiques. Alors, pourquoi ?
Tout d'abord, il est essentiel pour la France de former des élites qui seront supérieures au niveau social, autochtones. En effet, les Français sont très peu nombreux dans les colonies et donc les colons ont besoin des populations locales pour certaines tâches très particulières. Je ne sais pas, si des médecins, des avocats, des instituteurs, des militaires, des policiers, etc. La France a donc besoin de former ces élites autochtones qui vont pouvoir exercer des tâches très précises pour la France. C'est donc nécessaire. De fait, on a bel et bien des Africains, des Asiatiques qui vont accéder à de grandes fonctions. Un exemple qui n'est pas français parce que c'est un personnage que vous connaissez nécessairement, qui n'est autre que Gandhi. Pour Gandhi, on n'est pas dans l'empire colonial français, on est dans l'empire colonial britannique. Donc on est en Inde, l'Inde était une colonie anglaise, britannique, et Gandhi, vous l'avez ici jeune, très jeune. Et Gandhi, c'est l'exemple parfait de cette élite. C'est-à-dire que Gandhi est né dans une famille tout à fait bourgeoise, riche et pourtant indienne, donc qui avait fréquenté les écoles britanniques. Et Gandhi, donc indien malgré tout, va réaliser de longues études dans des écoles britanniques en Inde, puis va même partir terminer sa formation en étudiant le droit au Royaume-Uni directement. Donc on a bel et bien une forme d'élite coloniale, une élite autochtone qui a donc connu une ascension sociale avec la colonisation. Et là, vous avez donc Gandhi jeune qui a adopté, comme vous le voyez, la culture finalement européenne, comme vous le voyez ici, avec notamment l'habit, le code vestimentaire européen, avec ce costume. Gandhi devient avocat, va faire ses armes en Afrique du Sud, puis il va rentrer en Inde. Et là, à son retour en Inde, il y aura un véritable revirement pour Gandhi. Cette élite qui s'est cultivée dans les écoles britanniques, qui a appris, qui est devenue avocat, Gandhi va regarder en fait la société indienne et va dénoncer la colonisation. Et là, je vous emmène déjà vers votre programme de terminale, doucement. Gandhi va utiliser l'arme culturelle que la Grande-Bretagne lui a offerte, puisqu'il va, à son retour, dénoncer la colonisation et tenter de soulever le peuple indien contre la domination coloniale britannique. Et pour cela, notamment, il va, vous le voyez, complètement délaisser le code vestimentaire européen, ce costume, et réadopter l'habit traditionnel indien. Ceci, c'est très important en fait dans la réflexion de Gandhi, c'est-à-dire qu'il va dire aux Indiens, cessez d'avoir une domination culturelle de la part des Européens et surtout réadopter cet habit traditionnel fait en coton traditionnel pour faire fonctionner les entreprises locales et pas les entreprises britanniques, puisque je vous rappelle comment ça fonctionnait, c'était le coton indien qui était exploité par les Britanniques, puis ce coton était envoyé en Grande-Bretagne, dans les usines textiles modifiées, puis après on ramenait ce coton sous forme d'habits vendus par les Européens, et donc l'argent qui émanait de la vente de ces vêtements allait principalement à la métropole britannique. De fait, Gandhi, il dit fortement, réadopter l'habit traditionnel, faites à nouveau travailler nos petites entreprises locales, c'est ainsi que le peuple s'émancipera et que donc on parviendra à avoir une Inde indépendante. Et Gandhi sera, vous en parlerez possiblement l'an prochain, l'une des grandes figures de la décolonisation. Alors, là, on vient de voir qu'il y avait en effet des élites autochtones qui fréquentaient donc les colons, qui avaient connu une ascension sociale avec la colonisation. Néanmoins, attention, les élites sont en réalité très peu nombreuses. La France, comme les autres métropoles européennes, n'a pas pour objectif de développer toute la population, développer le savoir chez les populations locales. Pour vous donner un chiffre, pour que vous vous rendiez bien compte, en 1914, en Algérie, donc colonie française et même plus loin département français, l'Algérie c'est véritablement la France à cette époque, nous n'avons que 5% des Algériens musulmans qui sont scolarisés. Alors la rencontre dans les sociétés coloniales entre colons, colonisés, va également se faire dans les villes. En fait, alors ça aussi il faut vous le dire, dans les campagnes reculées, que vous en ayez conscience, il n'y aura quasiment jamais de colons. Donc en réalité, vous avez des colonisés qui n'ont jamais côtoyé de colons français, britanniques ou autres. Néanmoins, cette rencontre, elle va donc se faire en ville, qui vont être les lieux privilégiés de la colonisation et où vont s'installer les colons, puisque les villes sont le cœur économique.
Pour vous montrer cela, je vais vous prendre l'exemple de Saigon. Donc Saigon, aujourd'hui, c'est une ville qui s'appelle Ho Chi Minh, au Vietnam. Donc on est en Indochine française, hein, juste ici. Et Saigon va doubler en termes de population et de taille entre la fin du 19e siècle et 1914, parce que justement, c'est un territoire privilégié pour les colons. Il va donc y avoir une rencontre entre population locale autochtone et colons français venus de métropole. Néanmoins, cette rencontre, elle est très limitée car il y a une forme de ségrégation installée dans les villes coloniales. C'est le cas dans toutes les villes coloniales. Et donc à Saigon, quand vous regardez ce plan, en fait, on a véritablement un quartier européen, c'est tout ce que vous avez ici, et tout le reste, ce sont des quartiers habités par les populations locales, vietnamiennes, mais aussi chinoises, qui viennent travailler donc sur place. Et dans ce quartier européen, habité de fait par les Européens et les Français notamment, on va avoir en fait une petite reconstitution de la culture, du mode de vie français, avec, vous le voyez, une cathédrale pour pratiquer la religion, alors qu'ailleurs, hein, la majorité de la population sur place est bouddhiste. On va avoir la poste, on va avoir un théâtre inauguré sur le modèle parisien, etc. Donc on a véritablement une rencontre, mais en réalité deux modes de vie bien distincts dans des espaces bien distincts également. Une dernière photo pour vous illustrer justement le fait qu'on ait des modes de vie séparés, même s'il peut y avoir des rencontres. Ici, vous avez une carte postale qui a été colorisée par la suite pour lui rendre un peu plus de substance. Et on est sur le champ de course, donc pour les courses de chevaux à Saigon, toujours en Indochine, actuel Vietnam. Et ici, vous le voyez, sur ce champ de course, en fait, il n'y a que des colons. On n'a que des Français. On a véritablement un espace d'entre-soi blanc. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas véritablement de rencontre coloniale. Donc des lieux qui sont exclusivement fréquentés par des Blancs, quelques élites autochtones évidemment, mais on a véritablement des espaces d'entre-soi. Les sociétés coloniales sont donc véritablement complexes à saisir et profondément hiérarchisées. Nous avons donc terminé ce chapitre H7, c'était la dernière vidéo de l'année, dernier chapitre traité ainsi pour nous, après une année très particulière, exceptionnelle. Voilà, alors je vous enverrai un mail à tous, mais je vous le dis de vive voix ici. Je vous souhaite donc de merveilleuses vacances, reposez-vous bien et bien à l'année prochaine.